Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, la chaîne où l'on explore l'envers du décor, là où les projecteurs s'éteignent et où les émotions vraies prennent la parole. Dans cet épisode, nous vous emmenons au cœur d'un moment rare, bouleversant, presque irréel. Un moment de télévision que personne n'attendait. Cyril Ferraud, l'éternel sourire du petit écran, fond en larmes en pleine émission en évoquant son fils, Tim. Lui, que l'on connaît toujours si maîtrisé, si solaire, a soudain laissé tomber le masque. Pourquoi? Que s'est-il passé? Connu pour sa bienveillance, sa vivacité et son professionnalisme, Cyril Ferraud n'avait jamais montré une telle faille en public. Et pourtant, ce jour-là, une simple phrase, un nom peut-être, a suffi pour faire vaciller son calme légendaire. Était-ce une déclaration d'amour pudique? Un cri du cœur? Ou un hommage chargé de douleur? Peu de gens savent que Cyril est père. Encore moins connaissant l'histoire sensible et touchante qu'il partage avec son fils, Tim. Une histoire qu'il protège farouchement des regards indiscrets. Jusqu'à ce moment où l'émotion a pris le dessus, laissant transparaître une tendresse et une vulnérabilité bouleversantes. Dans cette vidéo, nous allons décrypter cet instant hors du temps. Le contexte, les mots précis qui ont tout déclenché, la réaction du public et surtout, ce que ce moment révèle du véritable Cyril Ferraud, loin des caméras et du show. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre regard sur l'un des animateurs les plus aimés de France. Car derrière chaque star, il y a un être humain, un père, un cœur qui bat. La lumière du plateau baignait le visage de Cyril Ferraud dans une chaleur familière. Des années à sourire, à faire briller les yeux des téléspectateurs, avec des jeux et des rires. C'était devenu son théâtre quotidien. Mais ce jour-là, il y avait une chose différente. Quelque chose de presque imperceptible pour un œil non averti, un battement de cœur qui vibrait plus fort que le projecteur, un souffle suspendu, une émotion brute. L'émission touchait à sa fin. Une question anodine, presque banale. Et sinon, comment va le petit Tim? Avait été posée comme on jette une pierre dans un lac calme. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans le script. Et pourtant, ce fut le point de bascule. Cyril resta silencieux pendant une seconde, juste une seconde, mais elle s'étira comme une éternité. Puis, il sourit, un sourire qu'on ne voit pas souvent chez lui. Pas celui de l'animateur professionnel, mais celui du père. Ce sourire un peu maladroit, débordant d'une tendresse fragile. Ses yeux s'embuèrent, sa voix trembla, et le silence sur le plateau devint sacré. Comme si tout le monde, à ce moment précis, retenait son souffle avec lui. Tim, il est tout. Il est tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Cette phrase-là sortit de ses lèvres comme une prière, et là, il craqua. Les larmes roulèrent, non pas de douleur, mais de gratitude. Un homme connu pour sa maîtrise, son rythme impeccable, se retrouvait nu face à l'émotion. Il ne pleurait pas pour faire le spectacle. Il ne pleurait pas pour émouvoir. Il pleurait parce qu'il aimait. Après l'émission, une fois les caméras éteintes, Cyril était resté assis seul dans le fauteuil d'animateur. Le plateau s'était vidé doucement, les voix s'étaient éloignées, ne laissant derrière elles qu'un léger écho de pas et le grésillement des néons. Il tenait encore son micro, mais sa main tremblait. Il regardait droit devant lui, là où il n'y avait plus rien. Sinon la présence invisible de ce petit être qui bouleversait sa vie depuis quelques mois à peine. Tim, point ce prénom, qu'il n'aurait jamais pensé prononcer avec tant de chaleur, tant de gravité aussi. Il avait toujours cru que l'amour se vivait dans les regards complices, dans la durée, dans les silences partagés. Mais l'amour qu'il ressentait maintenant était d'un autre ordre, absolu, brut, sans condition. Un amour de père. Il y a encore un an, Cyril Ferraud menait une vie parfaitement huilée, levé aux aurores, journée rythmée par les tournages, les réunions, les enregistrements. Le soir, il s'effondrait sur son canapé, souvent seul, parfois accompagné, mais toujours avec ce sentiment sourd d'un manque impossible à nommer. Ses amis lui disaient souvent « Tu devrais penser à toi un peu, à ta vie personnelle ». Il haussait les épaules, souriait poliment. « J'ai la télévision, les gens qui m'aiment, mon travail, c'est déjà beaucoup. » Mais ce n'était pas assez, il ne le savait pas encore, mais un vide l'habitait. Un vide silencieux, bien caché derrière les applaudissements, les jeux de lumière et la célébrité. Quand il apprit qu'il allait être père, il n'y eut ni cri de joie, ni saut de bonheur. Il y eut le silence. Un silence dense, chargé de peur, de doute, de vertige. Il marcha pendant des heures dans les rues de Paris ce soir-là, les mains dans les poches, le cœur agité, à la recherche de repères, de réponses. Serait-il un bon père? Saurait-il l'aimer correctement, l'éduquer, le protéger sans l'enfermer? Et surtout, lui offrir une vie meilleure que celle qu'il avait lui-même reçue? Cyril ne parlait presque jamais de son enfance.
Un père souvent absent, une éducation stricte, peu de gestes tendres. C'est sans doute pour cela qu'il s'était lancé dans l'animation. Pour faire rire, pour combler ce qu'il n'avait pas eu. La naissance de Tim fut un moment suspendu dans le temps. Il se souvient encore du bruit des machines, du souffle court de la mer, de ses propres mains moites et de cette lumière blanche, presque céleste, qui baignait la salle. Il avait entendu dire que devenir père, c'était comme se faire percuter par une vague. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas une vague, c'était un raz-de-marée, un déluge, une force cosmique qui déchirait tout en lui pour reconstruire quelque chose de neuf, de fragile, de lumineux. Quand on lui posa son fils dans les bras, il ne sentit pas seulement un bébé contre sa poitrine, il sentit une partie de lui-même renaître. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'émerveillement et d'épuisement. Les réveils à 3 heures du matin, les biberons maladroits, les pleurs qu'il ne savait pas toujours calmer. Et pourtant, chaque nuit, alors qu'il tenait Tim contre lui, il murmurait « Je suis là, mon petit cœur. Papa est là. » Il s'était découvert des gestes tendres qu'il croyait inexistants chez lui, des chansons improvisées, des histoires me racontées à voix basse, des sourires dans le noir. Il n'avait plus peur du silence, il le remplissait de présence. Quand il revint sur les plateaux, quelque chose avait changé. Son regard, sa voix. Même sa manière de rire avait pris une nuance nouvelle, plus profonde, plus vraie. Certains collègues se le remarquèrent. « Tu es différent, Cyril. T'as quelque chose dans les yeux. » Et il répondait simplement « Je suis père. » C'était devenu sa boussole. Il ne tournait plus pour la gloire, ni pour les audiences. Il tournait pour Tim. Pour qu'un jour, son fils puisse le regarder à l'écran et se dire « C'est mon papa ». Et il fait sourire les gens. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a des soirs où il rentre trop tard, des moments manqués, des sourires qu'il aurait voulu voir, mais qu'il n'a perçus que par vidéo interposée. Il culpabilise, mais il apprend aussi à se pardonner, à comprendre que l'amour ne se mesure pas à la quantité d'heures passées, mais à la qualité des instants partagés. Il sait qu'il doit être présent, mais aussi équilibré, que pour bien aimer son fils, il doit aussi continuer à s'aimer lui-même. Tim a désormais 8 mois. Il babille, commence à marcher à 4 pattes, rit à gorge déployée dès qu'il entend la voix de Cyril. Ses éclats de rire sont devenus le carburant de sa vie. Il pense souvent à l'avenir, aux choses qu'il voudrait transmettre, le respect, la curiosité, la gentillesse, mais aussi cette leçon que Tim lui a déjà apprise, sans même parler. « Papa, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste être là. » Quand on pense à Cyril Ferraud, on pense immédiatement à son sourire solaire, à son énergie inépuisable, à la télévision. Mais derrière ce visage connu de millions de Français, se cache une histoire familiale discrète, complexe, parfois douloureuse, toujours profondément humaine. Une histoire qui façonne un homme bien au-delà des projecteurs. Cyril a grandi dans une petite ville de Provence, nichée entre les champs d'oliviers et les routes sinueuses bordées de lavande. Son père, Gérard, était fonctionnaire à la mairie. Un homme taciturne, à la fois distant et digne. Sa mère, Mireille, ancienne institutrice, était le pilier tendre de la maison. Une femme discrète, toujours les mains dans la pâte, toujours un mot gentil pour les voisins, toujours un œil inquiet sur son fils unique. La maison familiale n'était ni grande, ni luxueuse, mais elle respirait quelque chose de rare, une authenticité sincère, une chaleur d'antan, celle des repas partagés sans écran, des étés passés à jouer dans la poussière des chemins, des odeurs de gâteaux au yaourt sortant du four le mercredi après-midi. Pourtant, malgré cette apparence paisible, l'équilibre familial reposait sur des silences. Le père, marqué par une enfance austère, ne montrait jamais ses émotions. La tendresse, chez lui, passait par des gestes concrets. Une porte réparée, un vélo gonflé, un pull ramené de la foire. Jamais un « je t'aime », jamais une étreinte. Cyril apprit très tôt à chercher l'amour dans les creux, pas dans les mots. Adolescent, Cyril se découvrit un besoin vital de communication. Il aimait parler, écouter, interagir. À l'école, il brillait non seulement par ses résultats, mais par sa capacité à rassembler, à créer du lien. Cette aptitude n'était pas anodine, c'était une réponse à la froideur de son foyer. Il voulait compenser, réparer. Ses premiers jeux télévisés, il les animait dans le salon familial, devant un public de peluches et un caméscope prêté par un cousin. Sa mère le regardait en silence, parfois émue, parfois inquiète. Elle savait que son fils portait quelque chose de plus lourd que son âge. Il n'a jamais été rebelle. Mais il rêvait d'ailleurs, de Paris, de lumière, d'un monde où l'on ose dire ce que l'on ressent. Quand Cyril partit à 18 ans pour ses études, son père resta planté sur le pas de la porte, les bras croisés. Pas un mot, pas un geste,
Juste un hochement de tête. Ce fut l'un des souvenirs les plus amers de sa jeunesse. Pendant des années, la relation entre père et fils resta distante. Cyril réussissait, il montait à la télévision, il recevait des lettres, des prix. Mais Gérard ne disait rien. Pire, il semblait presque boudeur, comme si le succès de son fils mettait à nu ses propres regrets. Mireille, elle, faisait le pont. Elle appelait tous les dimanches, envoyait des colis remplis de madeleines maison, glissait parfois une lettre de son mari qu'elle avait dû le supplier d'écrire. Des mots secs. « Fais attention à toi. C'est bien, ton émission. » Mais jamais de fierté assumée. Tout changea. Un soir d'hiver, Cyril venait de recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière à la télévision publique. Il ne s'y attendait pas. En montant sur scène, il improvisa un discours sincère. Et à la fin, sans prévenir, il prononça ces mots. « Je veux dédier cette récompense à ma mère, qui a toujours cru en moi. Et à mon père. Même si on s'est rarement compris, je crois que c'est à lui que je dois ma force. » La salle s'est tue, puis applaudissements. Et dans une petite maison provençale, un vieil homme, assis devant son téléviseur, a essuyé une larme en silence. 2 semaines plus tard, il appelait son fils. Pour la première fois, sans l'aide de Mireille. Il dit simplement « J'ai vu ton discours, merci ». Un silence. Puis « Je suis fier de toi ». Cyril raccrocha les yeux embués. Il avait 36 ans. Il venait d'entendre son père lui dire enfin ce qu'il avait attendu toute sa vie. Quand Tim est né, Cyril se promit de ne pas répéter l'histoire. Il voulait briser le cycle du non-dit, être un père présent, tactile, verbalement aimant. Chaque jour, il parle à son fils, même s'il ne comprend pas encore les mots. Il lui chante des chansons, il lui lit des histoires, il le serre contre lui sans retenue. Mais surtout, il lui parle de ses racines, il lui parle de sa grand-mère Mireille, décédée trop tôt, mais dont l'odeur de lavande reste sur les couvertures. Il lui parle de Gérard, aujourd'hui plus doux, qui apprend à sourire à son petit-fils, maladroitement mais sincèrement. Un homme transformé par le rôle de grand-père. Cyril voit dans les yeux de Tim une chance nouvelle, une promesse, celle de construire une famille fondée non pas sur l'héritage du silence, mais sur celui du lien, de la vérité, de l'amour assumé. Ce n'était que le début d'une dynastie affective que Cyril construit, pierre après pierre. Une famille moderne, sincère, humaine, avec ses fissures, mais aussi ses fondations solides. Cyril Ferraud ne parle presque jamais de ses origines dans les médias. Pas par honte, non. Mais parce que certaines choses, selon lui, ne se racontent pas devant des millions de personnes. Elles se vivent, se murmurent, s'expliquent dans le regard, pas dans les projecteurs, mais dans le secret de sa mémoire. Sa famille est une fresque vivante, pas toujours douce, pas toujours stable, mais vraie, et profondément marquée par des tensions discrètes, des silences trop longs, et des liens parfois distendus. Il y a, dans une vieille boîte rangée dans un placard de son appartement parisien, une photo d'enfance. Elle le montre tout sourire, assis dans l'herbe, entouré d'enfants de son âge. À droite, Julie, sa cousine préférée. À gauche, Lucas, le plus turbulent. Derrière eux, un chien au nom oublié. Tous réunis dans une maison de vacances en Ardèche, l'un des seuls moments où les familles s'étaient rassemblées. Puis, comme souvent dans les familles, les vies ont suivi leur propre cours. Une dispute entre adultes, une querelle d'héritage, des rancunes sourdes. Les cousins ne se sont plus revus. Juste des cartes à Noël, des likes sur Instagram, des souvenirs flous. Pendant longtemps, Cyril n'a pas cherché à renouer. Il était trop occupé, trop en colère aussi, peut-être. Mais depuis la naissance de Tim, tout a changé. Il veut que son fils grandisse avec l'idée que la famille, ce n'est pas seulement papa et maman. C'est un réseau, un monde de bras ouverts, pas de murs. Alors, il a recommencé à écrire. D'abord à Julie, puis à d'autres. Une lettre, puis un appel. Des silences gênés parfois, mais aussi des retrouvailles inattendues. Une balade dans un parc avec leurs enfants respectifs. Une crêpe partagée. Un premier pas vers la réconciliation. Dans l'histoire familiale des Ferraud, il y avait des hommes discrets et des femmes puissantes, mais souvent invisibles. Son arrière-grand-mère, appelée Manine, avait élevé 6 enfants seuls pendant la guerre. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle connaissait chaque pierre du jardin et chaque larme de ses enfants. Cyril l'a peu connue, mais sa mère en parlait avec une telle émotion que la figure de Manine est devenue, pour lui, une sorte de mythe fondateur. Puis il y avait la tante Solange, célibataire, excentrique, collectionneuse de chapeaux, qui racontait aux enfants des histoires étranges sur des chats qui parlaient et des montres qui arrêtaient le temps.
Solange est morte sans laisser d'enfant, mais Cyril pense souvent à elle quand il invente des histoires pour endormir Tim. Il veut transmettre cette fantaisie, cette capacité de transformer l'ordinaire en magie. C'est un sujet que très peu de gens connaissent, un secret de famille, presque effacé. Quand Cyril avait 8 ans, sa mère a fait une fausse couche. Ce frère, ce petit être, n'a jamais vu le jour. Mais l'absence a laissé une trace, dans le regard assombri de sa mère pendant plusieurs mois, dans les silences à table, dans les berceaux qu'on ne ressortait pas. Cyril a grandi avec cette sensation étrange, qu'il aurait dû être deux, qu'il manquait une voix à l'autre bout du couloir, un complice dans les disputes, un rival dans les jeux. Cette absence l'a peut-être poussé à se construire une famille choisie dans ses cercles professionnels, une équipe avec qui il travaille depuis des années, presque comme une fratrie. Aujourd'hui, lorsqu'il regarde Tim dormir, il pense parfois à ce frère invisible. Et il lui murmure, comme un secret, « Ne t'en fais pas, je suis là. » Et lui aussi, maintenant. À Noël dernier, toute la famille s'est réunie pour la première fois depuis 20 ans. Une idée de Cyril, qui avait loué une vieille maison en Camargue, près des Marais Salants. Un lieu neutre, symbolique, sans passé commun. Juste du présent, ils sont venus. Gérard, le père, Lucas, le cousin jadis, fâché. Même la tante Élise, qu'on pensait recluse. Ils ont ri, pleuré, se sont souvenus. Et au milieu de tout cela, un petit garçon à peine capable de marcher, qui passait de bras en bras, comme un flambeau. C'était comme si, par sa seule présence, il recousait les liens. Comme si, sans le savoir, il rassemblait ce que les adultes avaient en dispersé. Et dans les yeux de Cyril, il y avait ce mélange rare, le bonheur d'un père et la fierté d'un fils qui voyait enfin sa famille redevenir un « nous ». Cyril n'a jamais vraiment su ce que contenait le vieux coffre de son grand-père paternel. Il sait juste que c'était interdit d'y toucher. Il y a quelques mois, après la mort de ce grand-père, son père l'a ouvert devant lui. Des lettres d'amour à une femme inconnue, un journal de guerre, une photo d'un homme en uniforme, regard droit, moustache fine. Il ne l'avait jamais vu. Cyril l'a pris comme une leçon. Il y a des vies qu'on n'a pas le temps de comprendre. Alors il s'est juré de documenter la sienne, de raconter, écrire, transmettre. Un jour, Tim lira peut-être ces pages. Il y trouvera un homme imparfait, mais honnête. Un homme qui a voulu, contre vents et silences, construire une vraie famille. Au premier abord, Cyril ne donne pas l'image d'un homme obnubilé par la richesse matérielle. Pourtant, derrière son sourire chaleureux, derrière cette voix qui accompagne chaque jour des milliers de téléspectateurs, se cache un univers intime où ses possessions racontent autant d'histoires que ses mots. Il y a cette maison, nichée au creux d'une vallée lumineuse, quelque part entre les oliviers centenaires et les collines baignées de soleil. Ce n'est ni un château, ni une villa clinquante, juste une bâtisse ancienne, héritée de sa grand-mère, rénovée avec soin et respect. Quand on pousse la porte, on sent l'odeur du bois chaud, du vieux cuir des fauteuils, et parfois le parfum subtil de la lavande que Cyril fait sécher lui-même chaque été. Dans cette maison, chaque objet a une histoire. Un buffet en chêne, sculpté par un artisan local, une collection de vinyles des années 70, un fauteuil à bascule qui a bercé son enfance. Pour lui, cette maison est un sanctuaire, un refuge où il revient toujours, loin du tumulte parisien et des plateaux télévisés. C'est là qu'il puise son énergie, là que son fils Tim apprend à courir pieds nus sur la terre. Dans son appartement parisien, au cœur du Marais, Cyril a aménagé un coin qu'il appelle sa bulle. Une bibliothèque immense, pleine de livres, dont il ne cesse de parler comme s'ils étaient de ses amis les plus proches. Il ne collectionne pas les objets tape à l'œil, mais les livres, oh oui. De vieux volumes de poésie, des romans policiers, oubliés, des essais sur la télévision et la communication, et bien sûr des livres pour enfants, à lire à Tim chaque soir. Chaque étagère témoigne de ses goûts éclectiques et de sa soif d'apprendre. Et puis entre les livres, quelques souvenirs personnels, un petit carnet où il griffonne ses idées, une vieille photo jaunie de famille, un stylo offert par un mentor qu'il chérit. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Cyril ne conduit pas une voiture de luxe. Non, il préfère une voiture simple, fiable, mais entretenue avec soin, comme une vieille amie fidèle. Une sorte de paradoxe qui lui ressemble, modestie mêlée à une volonté d'excellence. Cette voiture, c'est son lieu de solitude, le moment où il peut écouter sa musique préférée, penser à ses projets, se préparer mentalement avant un tournage. Dans la vie, Cyril valorise plus les cadeaux chargés d'émotions que les objets de valeur matérielle. Il garde précieusement une montre ancienne, héritage de son grand-père, qu'il ne porte jamais mais qu'il sort parfois pour se souvenir. Il conserve aussi une boîte où sont rassemblés les petits cadeaux de fans, parfois des dessins d'enfants, parfois des lettres émouvantes. Ces objets sont pour lui une richesse inestimable, bien plus que n'importe quel coffre-fort. Pour Cyril,
Son véritable patrimoine, c'est la mémoire familiale, les récits que lui a transmis sa mère, les photos anciennes qu'il fait numériser, les archives qu'il reconstitue avec patience. Il se voit un peu comme un passeur, un gardien du feu familial. Et c'est pourquoi, plus que l'accumulation, il chérit la transmission. Il rêve aussi d'un lieu, plus grand, pour accueillir sa famille, ses amis, ses équipes. Un espace de création et de partage, où la simplicité et la beauté seraient nos maîtres. Il imagine déjà les rires de Tim dans un jardin, les longues soirées d'été à raconter des histoires, les discussions passionnées autour d'une table en bois massif. Le patrimoine de Cyril Ferraud n'est pas fait d'or ni de pierres précieuses. Il est fait d'objets simples, d'odeurs, de souvenirs, d'émotions. Une collection intime et vibrante, un écho de sa vie, de ses combats, de ses joies. C'est ce qui le rend profondément humain, accessible, attachant. Au fond de son appartement parisien, derrière une porte discrète, se trouve un petit atelier. Ce lieu n'est pas destiné à être vu, ni à briller sous les feux de la rampe. Pourtant, c'est là que Cyril se retire souvent pour écrire ses textes, préparer ses émissions, et parfois dessiner quelques idées sur un vieux carnet à spirale. L'atelier est un chaos organisé. Des piles de feuilles, des stylos de différentes couleurs, un tableau blanc recouvert de mots-clés et de dates. Sur une étagère, quelques bibelots, un trophée